Donc, je vais commencer, hein. Je suis ravi de vous accueillir ce soir. Je vous remercie à tous pour votre présence à ce séminaire. Je me présente, Eric Bazen, Senior Manager de Nexialog Consulting. J'ai choisi de vous parler de clustering de stratégies d'investissement, c'est-à-dire de la manière de regrouper des supports ayant des comportements suffisamment proches pour constituer des clusters homogènes. C'est un travail récent que j'ai mené et soutenu dans le cadre de la certification en data science de l'École polytechnique. La data science est un domaine qui utilise des algorithmes pour extraire des connaissances à partir de données structurées ou non, afin de générer de la valeur. En m'intéressant à ce domaine couvrant le machine learning, j'avais l'objectif d'en acquérir les fondamentaux. Tout d'abord, pour démystifier ces algorithmes que nous rencontrons dans notre quotidien. Ce sont des techniques qui servent par exemple à classer les emails en spam ou non spam, ou encore à construire un moteur de recommandation. Mon autre objectif était d'appliquer ces méthodes au domaine que je connais bien, notamment les stratégies d'investissement, comme j'ai choisi de le faire aujourd'hui. Cela me semble être la bonne démarche, car les données ne prennent tout leur potentiel qu'avec des cas d'usage répondant aux besoins concrets des métiers, en reposant sur les connaissances et les intuitions de ces professionnels. J'en arrive au sommaire de la présentation. Il y aura 5 grandes parties. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, le regroupement des stratégies d'investissement en tant que tel, je vais d'abord expliquer le besoin métier, celui du gérant ou de l'investisseur qui cherche à construire un portefeuille efficient en sélectionnant des stratégies apportant de la performance. Ensuite, je donnerai quelques notions sur le machine learning, avant de montrer en quoi la démarche de l'étude répond aux besoins exprimés à travers différentes étapes. Ces étapes sont l'exploration des données, la réduction de dimensions, les techniques de regroupement, la manière de visualiser les connexions entre les fonds via un arbre et l'étape du passage à l'échelle en ajoutant les indices. Enfin, je conclurai cette présentation, puis nous terminerons par une séance de questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Alors, comment construire un portefeuille efficient pour répondre aux besoins des métiers? Nous avons naturellement envie d'aller piocher dans un univers très large de stratégies ou de fonds performants. La recherche du portefeuille efficient, c'est un peu la quête du Graal en gestion d'actifs. En effet, c'est souvent considéré comme une quête quasi impossible compte tenu de l'instabilité inhérente à toute optimisation de portefeuille, qui résulte d'actifs toujours très corrélés entre eux. Cette instabilité de la solution vient de l'inversion de la matrice de covariance qui donne un rôle dominant aux composantes bruitées ou d'arbitrage entre les actifs les plus corrélés. Il existe bien des techniques de régularisation, mais aucune n'est vraiment satisfaisante. On pourrait ajouter des contraintes ou des a priori bayésiens pour contrôler partiellement l'optimisation. On pourrait aussi conditionner la matrice de covariance pour améliorer un peu la stabilité de l'optimisation. Mais ce ne sont que des réponses partielles et insuffisantes pour complètement répondre aux problèmes d'instabilité auxquels nous sommes confrontés. Face à cette difficulté, il y a une autre voie permettant de répondre avec une approche réellement robuste et stable. Pour cela, la solution passe par le regroupement des supports ayant des comportements suffisamment proches en termes de performance. Une fois que nous avons ces clusters homogènes, la construction de l'allocation du portefeuille efficient devient intuitive et transparente, puisqu'elle repose sur 2 autres étapes pour lesquelles nous avons des solutions classiques et solides. Pour l'étape que j'appelle picking, la sélection du ou des meilleurs représentants de chaque cluster peut se faire par l'analyse de la performance ajustée du risque. C'est classique. Quant à l'étape weighting,
nous pouvons considérer l'allocation entre les clusters, soit en revenant à une technique d'optimisation classique, puisque les actifs pris dans chaque cluster sont maintenant peu corrélés, soit en appliquant des techniques de pondération pour diversifier le risque. Nous comprenons alors que l'étape clé, c'est cette première étape, celle du clustering. Et c'est l'objet de la suite de cette présentation qui sera plus particulièrement illustrée en se concentrant sur les stratégies avec un biais momentum. Alors, quels sont ces deux concepts clés qui vont me servir pour illustrer le besoin évoqué précédemment? Ils sont très proches. Le premier concept est le factor investing et le deuxième est l'alternative premium. Avec Google Trends, on peut voir le nombre de recherches Google effectuées sur une période, sur chaque expression depuis 2004. Le niveau maximum de 100% est atteint le mois où le taux d'utilisation des mots-clés est le plus élevé. On peut en déduire que ces deux sujets sont en vogue, le facteur investing ayant émergé en 2009, donc depuis une bonne décennie, alors que l'alternative risk premia est un concept plus récent, apparu en 2014. La théorie derrière le factor investing repose sur plusieurs contributions, mais plus particulièrement le travail fondateur de Fama et French en 1993. Leur modèle à 3 facteurs vient ajouter 2 facteurs de plus aux facteurs de marché déjà définis par Sharpe en 1964. Ces facteurs sont le facteur size, avec un biais small cap contre large cap, et le facteur value, avec un biais en faveur des book to market élevés, c'est-à-dire d'une valeur comptable de la société plus élevée que sa valeur de marché. En quelques années plus tard, Cart vient compléter le modèle avec un 4e facteur, le momentum, présentant cette fois-ci un biais winner contre loser, c'est-à-dire en faveur des meilleurs performeurs dans un passé récent. C'est sur ce facteur momentum que nous allons construire notre exemple de cas d'usage. La prolifération de publications académiques, surtout par les professionnels de la finance à la quête de nouveaux facteurs, a conduit Cochrane à décrire cet engouement excessif par un zoo de facteurs. En 2014, Harvey a testé 315 de ces facteurs et observe que la plupart ne sont pas pertinents, avec des performances ou ratios de Sharpe qui s'écroulent out of sample, donc qui sont révélateurs d'un overfitting, c'est-à-dire d'un surapprentissage. L'autre concept, celui d'alternative risk premia, est plus récent et va un cran plus loin. Ces facteurs sont potentiellement avec des positions long-short et revendiquent une surperformance structurelle de nature à disrupter les stratégies systématiques venant des hedge funds, en proposant cette fois-ci un alpha liquide, transparent et avec moins de frais. Ces stratégies sont investissables de 2 façons. De façon classique, via des fonds proposés par les asset managers, soit via des indices de stratégies créés massivement par les banques d'investissement. Alors je passe au slide suivant. Quels sont les fondements historiques des ARP? Historiquement, l'industrie de l'asset management était essentiellement orientée vers une gestion active. Elle évolue progressivement vers une gestion de plus en plus systématique, voire indicielle, et les 2 études suivantes ont contribué à cette tendance. Tout d'abord, Andrew Ang avait été sollicité par le plus grand fonds de pension du monde, le fonds souverain norvégien, pour analyser la sous-performance de la gestion active lors de la crise financière de 2008. Il avait réussi à expliquer cette sous-performance par des positions structurelles sur des facteurs de risque, facteurs qui ont montré leur capacité à rebondir ensuite. C'est cette étude qui a popularisé le concept de factor investing à partir de 2009. Une autre étude, celle de Bender, Hammond et Mock en 2014, a permis de généraliser les conclusions en s'appuyant sur une base de plus de 1000 gérants d'actifs américains. Ils ont effectué des régressions
sur plusieurs combinaisons de facteurs sur une période de 10 ans. D'abord, la première régression estime alpha et bêta relativement à ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire les grandes valeurs américaines, typiquement le S&P 500. Puis les autres régressions ajoutent des facteurs de risque premium. Ces régressions montrent que ce qui pourrait apparaître comme la surperformance des fonds actifs contre le marché s'explique finalement à 80% par des biais structurels sur les small caps ou des biais de type momentum qui viennent finalement réduire à peau de chagrin l'alpha réellement apporté par une gestion dynamique. Cela montre qu'il est essentiel d'identifier les expositions structurelles de son portefeuille. Alors, en quoi consiste l'approche avec la stratégie momentum? Quand on parle de momentum, les professionnels font généralement référence au momentum des prix. Mais parfois, le concept va plus loin et certaines recherches y ajoutent un facteur de sentiment lié aux révisions des estimations des analystes. Mais ici, restons simples et considérons la stratégie dite Time Series Momentum. C'est un facteur de nature comportementale qui suit la tendance sur chaque marché, généralement sur un horizon de 1 an. Donc, le momentum regarde la performance récente, typiquement donc sur un an glissant, et s'expose au marché le mois suivant si la performance a été positive sur cette période. À l'opposé, la stratégie prend une position courte si la performance a été négative. Un estimateur de la performance de cette stratégie long-short est donc donné par l'écart entre, d'une part, la moyenne des performances mensuelles suivant une performance annuelle positive, et d'autre part, la moyenne des performances mensuelles suivant une performance annuelle négative. Nous regardons ces écarts de performance sur 6 indices représentatifs des différentes classes d'actifs, les actions américaines, les actions zone euro, les actions UK, les actions japonaises, les actions émergentes, et enfin les matières premières. Ces écarts de performance étant tous positifs sur la première décennie du siècle, nous constatons un succès de la stratégie. Mais ce n'est plus le cas sur la décennie suivante, à l'exception des matières premières, seule classe d'actifs pour laquelle cette stratégie a montré une persistance de la performance sur cette deuxième période. Le passage dans le rouge de la stratégie est révélateur de la nécessité de devoir optimiser régulièrement les paramètres de la stratégie momentum à l'aide d'un modèle prédictif. En effet, lorsqu'une stratégie commence à être connue, elle perd de son efficacité compte tenu de l'efficience des marchés. Si elle est trop facile à copier, la surperformance apportée par cette stratégie finit par disparaître. C'est pour ça que certains gérants gardent le secret sur leur position ou n'acceptent de les dévoiler qu'avec retard. Il faut donc redoubler de vigilance dans la sélection d'une stratégie de type momentum. Sur la slide suivante, j'introduis la notion de machine learning et plusieurs types de méthodes d'apprentissage. Par exemple, une approche supervisée aurait consisté à optimiser la stratégie momentum dont nous venons de parler, en sélectionnant les meilleures caractéristiques des performances passées pour prédire au mieux la performance future. C'est donc l'approche 2, où le label est ici la hausse ou la baisse observée sur les marchés. Ce n'est pas l'approche que je vais développer dans cette présentation. J'ai préféré orienter mon étude vers une approche non supervisée en constituant des groupes homogènes, donc sans label, a priori, et rassemblant les fonds et les indices ayant des stratégies momentum qui se ressemblent. Cela correspond ici à l'approche 1. Évidemment, il existe aussi un cadre d'apprentissage un peu hybride que je n'ai pas mentionné sur la slide, l'apprentissage semi-supervisé qui prend en compte certaines données avec label et d'autres sans. Pour compléter, je mentionne aussi un autre cadre d'apprentissage, l'apprentissage par renforcement,
qui se base sur un cycle d'expérience et améliore les performances à chaque itération. C'est par exemple l'approche qui est utilisée par AlphaGo, la solution mise en place par Google DeepMind pour battre le meilleur joueur du monde de Go. Maintenant, comment répondre aux besoins métiers que j'évoquais? Pour cela, nous avons vu que l'étape importante était celle du clustering, permettant de relier entre elles les stratégies d'investissement. J'ai choisi de l'illustrer sur le périmètre RISPREMIA qui s'est beaucoup développé à partir de 2014 et plus particulièrement sur un sous-périmètre, les fonds ou indices ayant le même type de biais, Momentum. Ne disposant pas de base de données sur les fonds dits RISPREMIA, j'ai dû en constituer une par extraction de données venant de Bloomberg, tout simplement en sélectionnant tous les fonds et les indices qui contenaient dans leur nom officiel le terme Momentum. Je l'ai complété à la marge en ajoutant quelques fonds long-short, trend following, donc réputés Momentum, les fonds de futur ou CTA. Une fois cette base constituée, j'ai pu constater les différences structurelles entre les fonds d'un côté et les indices de stratégie de l'autre. Les indices, généralement sponsorisés par les banques et ne nécessitant aucun investissement, sont beaucoup plus nombreux que les fonds. Les fonds, en revanche, ont généralement toutes leurs caractéristiques renseignées dans Bloomberg, comme la classe d'actifs ou l'objectif de gestion. Comme toute stratégie qui sort du cadre traditionnel, celles qui ont un biais momentum sont particulièrement difficiles à classifier. Pas étonnant que les catégories existantes ne soient pas satisfaisantes. Les plus connues sont les catégories Morningstar. Elles ne sont pas adoptées pour ce besoin car, d'une part, ces catégories sont trop nombreuses. D'autre part, elles ne mentionnent pas le biais spécifique momentum, car elles ont été conçues pour des stratégies géographiques ou sectorielles sur une classe d'actifs. Tout cela montre que le clustering va être nécessaire pour définir des groupes pertinents et en nombre raisonnable. Alors, quelles ont été les grandes lignes de ma démarche? Tout d'abord, j'ai choisi de travailler avec les performances historiques et notamment les corrélations entre les supports. L'analyse en composantes principales m'a permis de projeter tous ces points en 2 dimensions. Pour commencer, j'ai restreint le périmètre au fond Momentum. Ensuite, j'ai testé différents algorithmes de clustering, en commençant par Kamins, qui a montré 2 limites, la sensibilité à l'initialisation et la difficulté à choisir le nombre de clusters. Je me suis alors tourné vers d'autres algorithmes et c'est finalement avec la classification ascendante hiérarchique que j'ai obtenu la réponse la plus appropriée afin de résoudre ces limitations. Pour compléter, j'ai étudié les alternatives à l'ACP pour la représentation en 2 dimensions. J'ai trouvé l'arbre couvrant, reliant les fonds avec la distance minimale, le minimum spanning tree. Enfin, j'ai étendu le périmètre aux nombreux indices momentum dont les caractéristiques n'étaient pas disponibles. J'ai appelé ça le passage à l'échelle. Alors, quelle est l'étape préalable au regroupement? C'est l'exploration des données. Comment ai-je préparé les données? J'ai déjà commencé par éliminer un certain nombre de fonds non pertinents, par exemple ceux pour lesquels le terme momentum n'était pas une qualification de la stratégie suivie. Cela correspondait parfois au nom de la société de gestion. J'ai découvert à cette occasion qu'il existait une société de gestion sud-africaine s'appelant Momentum Investments. Par ailleurs, d'autres stratégies ont dû être exclues, celles qui n'étaient pas en données quotidiennes. J'ai dû éliminer les séries uniquement en fréquence hebdomadaire car nous avons besoin de suffisamment d'observations, donc en daily, pour assurer la qualité de l'estimation. Enfin, une poignée de stratégies ont été abandonnées en cours de route et ont arrêté d'être contribuées. J'ai donc calculé pour chaque fonds à la fois la date de démarrage en daily et la dernière date de contribution de la stratégie. Puis j'ai filtré
les fonds éligibles pour retenir ceux disponibles en quotidien depuis fin 2014 et jusqu'à la fin de la période d'études, 3 ans plus tard. Alors, je ne vais pas lister les 49 fonds retenus avec un biais momentum, cela n'aurait pas d'intérêt. Je vais juste mentionner quelques sociétés de gestion représentées dans cet échantillon. Il y a notamment les américaines qui ont lancé les premiers fonds momentum comme EQR Capital Management, Invesco PowerShares, BlackRock iShares, aussi des canadiennes, First Asset Morningstar ou Canadian International Investments, et quelques européennes comme Robeco, Parinvest, GAM ou Scottish Widows. Ce n'est pas très lisible, mais pour chacun de ces fonds, j'ai donné quelques statistiques descriptives comme le return, la volatilité sur la période d'études. Comme on pouvait s'y attendre, les excess kurtosis sont positifs, impliquant des extrémités plus épaisses qu'avec la loi normale. Alors maintenant, quelle fréquence est choisie pour les données? En préalable au choix des features, j'ai visualisé les matrices de corrélation avec heatmap du package Seaborn. J'ai constaté que beaucoup de corrélations augmentaient en passant en weekly, donc avec des couleurs plus vives, tirant vers le rouge dans la heatmap de droite par rapport à celle de gauche. En effet, le passage en hebdomadaire permet de limiter le biais venant de données asynchrones. Il y a des marchés qui clôturent sur des fuseaux horaires différents, ou bien à des horaires de valorisation différents, ou encore lorsque la série est référencée par la date de publication et non pas la date d'observation. Nous retenons finalement la matrice de corrélation en weekly. En revanche, pour ne pas perdre d'informations, j'ai conservé toutes les observations quotidiennes de ces variations hebdomadaires, c'est-à-dire aussi bien celles du lundi au lundi que celles du mercredi au mercredi. La qualité de l'estimation est essentielle, car toutes les analyses reposent ensuite sur l'information contenue dans ces corrélations. Alors, quelle a été la première analyse mise en œuvre sur la matrice de corrélation? C'est une approche que l'on appelle la réduction de dimension. J'ai mené une analyse en composantes principales, en diagonalisant cette matrice pour en extraire les vecteurs propres. Nous pouvons observer que les 2 premiers vecteurs propres représentent plus de 72% de la variance expliquée. On peut alors projeter en 2 dimensions sur ces 2 premières composantes principales l'ensemble des points. La couleur de chacun des fonds est liée à sa catégorie Morningstar et permet de qualifier chacun des 2 axes. Le premier axe représente le marché des actions US, puisqu'il marque la différence entre, d'un côté, les fonds long-short décorrélés et de l'autre côté, nous avons tous les autres fonds. Le deuxième axe est plus difficile à cerner, mais en y regardant de plus près, il fait ressortir les fonds les plus corrélés avec les matières premières. On retrouve d'ailleurs les secteurs de l'énergie et celui des ressources naturelles à l'extrémité. J'en profite pour souligner que nous avons 21 catégories Morningstar sur ce périmètre limité à 49 fonds momentum. Manifestement, c'est beaucoup trop. Cela confirme le besoin de faire du clustering. La slide suivante nous amène justement sur cette étape clé, le clustering, pour faire le regroupement. Il faut d'abord définir les features. On pourrait se limiter à prendre en compte toutes les variations hebdomadaires ou encore un sous-ensemble concentré sur les variations les plus importantes. Ce n'est pas ce que j'ai choisi comme critère de similarité. J'ai privilégié le concept de distance entre fonds, afin de rester sur l'approche la plus intelligible, en synthétisant au mieux l'information disponible. Montaigne a notamment formalisé ce concept via une métrique s'exprimant en 1 moins la corrélation. Ainsi,
deux fonds parfaitement corrélés se retrouvent avec une distance de 0. C'est ce critère de similarité qui a été retenu pour toutes les analyses qui vont suivre. Notons que les autres approches, donc qui ne s'appuyaient pas sur la notion de distance, donnaient des résultats très très proches. Alors j'ai vu passer quelques questions, mais j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc sur cette slide suivante, je présente l'algorithme de classification ascendante hiérarchique. Évidemment, il y a d'autres algorithmes de clustering possibles. D'ailleurs, j'avais commencé par utiliser l'algorithme K-means. Il a le mérite de la simplicité, mais il présente deux limitations que j'ai déjà évoquées. La difficulté à choisir le bon nombre de clusters et la sensibilité à l'initialisation. J'ai alors testé un autre algorithme, l'algorithme Affinity Propagation, plus récent, qui donne une réponse à ces deux faiblesses. Et c'était aussi le cas pour la classification ascendante hiérarchique que j'ai trouvé finalement plus simple et pour laquelle le nombre de clusters est assez intuitif. Choisir ce nombre de clusters est plus intuitif. Le dendrogramme permet de visualiser l'évolution des regroupements avec une approche bottom-up où initialement chaque singleton représente une classe. J'ai utilisé la méthode de linkage la plus courante, la méthode de Ward. Elle consiste à réunir les deux clusters dont le regroupement s'accompagne par la plus faible perte d'inertie interclasse. Sur le dendrogramme, nous retrouvons en ordonnée cette perte d'inertie interclasse. Donc, pour parler simple, c'est un indice de dissimilarité. 5 clusters semblent être le meilleur compromis avec une dissimilarité proche de 4. Le 5e cluster est un peu plus hétérogène, mais il faudrait passer directement à 7 clusters pour réduire la dissimilarité à 3 et marquer une différence. J'ai donc retenu 5 clusters sur le périmètre des fonds. Alors, comment représenter les liens entre les fonds via un graphe? Pour que cela reste lisible, nous restons encore donc, sur l'univers des 49 fonds momentum. Et j'ai trouvé une approche assez visuelle et intéressante, le minimum spanning tree, c'est-à-dire l'arbre couvrant reliant les n fonds avec la distance minimale en seulement n-1 connexion ou arête. Là encore, nous allons utiliser le critère de la distance entre deux fonds pour définir le poids de l'arête entre deux nœuds. Partant d'un premier fond, l'algorithme de construction du minimum spanning tree va chercher le fond de distance minimale, c'est-à-dire le plus proche, pour l'ajouter à l'arbre. Les fonds que nous avons identifiés comme appartenant au même cluster, ici avec la même couleur, vont généralement se suivre sur l'arbre pour matérialiser cette proximité. L'analyse peut aussi servir à détecter quelques fonds isolés qui peuvent, par exemple, facilement basculer d'un cluster à l'autre et ne sont pas de bons représentants d'un groupe. Ils apparaissent en général aux extrémités de l'arbre et ne sont donc reliés qu'à un seul fond. C'est par exemple le cas pour les 3 fonds du groupe vert qui présentent de fortes dissimilarités. Et donc, qu'on voit aux extrémités de ce graphe. Alors, comment passer à l'échelle supérieure? Je l'ai fait en élargissant le périmètre aux 747 indices momentum, alors que jusqu'à présent, le périmètre était limité seulement à 49 fonds. Nous n'avons aucune caractéristique de ces indices. On ne connaît pas la classe d'actifs, ni le concept de la stratégie. Finalement, la seule information disponible dans la base pour ces indices est leur série temporelle et le nom de la stratégie qui parfois n'est pas explicite. Avec ce périmètre 16 fois plus grand, j'ai appliqué la même démarche qu'avec les seuls fonds, en calculant la matrice de corrélation, puis la classification ascendante hiérarchique,
et son endogramme associé en s'appuyant toujours sur la même notion de distance. Enfin, j'ai projeté l'ensemble des stratégies en 2 dimensions sur les nouvelles composantes principales. Avec ce périmètre étendu, forcément, les 2 nouvelles composantes principales ont un pouvoir explicatif qui s'est fortement réduit. Elles expliquent encore 45% de la variance et restent finalement très similaires à celles observées sur le périmètre des fonds. J'ai considéré que le meilleur compromis était obtenu pour 6 clusters, soit un cluster de plus que sur le périmètre limité au fond. Cela s'explique par un cluster de type obligataire, qui n'avait aucun représentant sur les fonds momentum. J'ai d'ailleurs fait intervenir quelques ETF obligataires, puisque le périmètre n'en comprenait pas. Cela m'a permis de caractériser le profil de ce nouveau cluster. Faisons maintenant le lien avec les 3 étapes de construction de portefeuille, donc celles que j'ai nommées clustering, picking et weighting. Mon interprétation des résultats est la suivante. Pour construire une allocation robuste représentant le biais momentum, il faudrait sélectionner un véhicule d'investissement ou plus au sein de chacun des 6 clusters. Donc, en l'occurrence, un véhicule obligataire, un véhicule décorrélé de type Manage Future, un véhicule action pure Amérique du Nord, un véhicule ouvert sur l'international, un véhicule matière première et un véhicule action émergente. Évidemment, si ce n'était pas un fonds, mais si c'était un indice qui sortait du lot lors de l'étape picking, car il présente un bon profil rendement-risque au sein du cluster, on va se renseigner auprès du fournisseur sur les caractéristiques de cet indice pour l'étudier et l'analyser dans le détail avant de le retenir dans l'allocation finale. Alors, comment conclure sur ce projet? J'ai choisi d'élaborer un cas d'usage de bout en bout en m'appuyant sur mon propre jeu de données obtenu à partir de Bloomberg. La préparation de données est le principal enjeu car il ne sera pas possible d'aller jusqu'au bout de la démarche si la donnée n'est pas fiable. Ensuite, la mise en œuvre sous Python repose sur l'utilisation des packages adaptés tels que scikit-learn pour les principaux algorithmes non supervisés. J'ai utilisé les packages, des packages spécifiques pour les représentations graphiques tels que Matplotlib, Seaborn, NetworkX. Les algorithmes non supervisés ont donné de bons résultats et nous arrivons à une réponse robuste aux besoins exprimés. Lorsqu'il a fallu faire des choix, j'ai pu me rendre compte que la segmentation entre l'apprentissage supervisé et non supervisé était particulièrement pertinente. En non supervisé, c'est beaucoup plus difficile de choisir un algorithme plutôt qu'un autre, car il n'y a pas de mesure objective de la qualité des résultats. Il n'y a pas de validation croisée, par exemple, comme en apprentissage supervisé. Il y a juste des indicateurs comme le coefficient de silhouette qui mesure la qualité d'une partition de données en différents clusters. Alors, on peut imaginer beaucoup d'autres applications que celles présentées aujourd'hui. En restant sur des besoins métiers en finance, on peut travailler potentiellement sur n'importe quelle thématique d'investissement. Au lieu du facteur momentum, j'aurais pu me focaliser sur les fonds respectant les critères extra-financiers comme ceux de l'ESG, donc les critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Comme pour les risques premia, nous commençons à avoir un historique suffisant de fonds jouant ce type de critères ESG. On pourrait donc tout à fait chercher à définir les groupes homogènes sur ce périmètre. Bien entendu, on pourrait aussi choisir de ne plus travailler sur des fonds, mais sur des titres en direct. Des actions, par exemple. On pourrait, par exemple, remettre en question certaines affectations sectorielles. En particulier, faut-il mettre l'action Ferrari dans le secteur automobile ou dans le secteur du luxe?
autant créer tout de suite des clusters sur mesure qui pourraient être plus adaptés que les secteurs existants. On peut aussi imaginer d'autres applications très différentes, comme détecter des comportements atypiques, pouvant être révélateurs de biais spécifiques. C'est le pendant de la détection de fraude dans le monde bancaire, par exemple. J'évoque donc ici des cas d'usage assez classiques, mais il y a évidemment tous les nouveaux usages qui restent à imaginer et qui permettront de répondre à de nouveaux besoins. Je conclurai en disant que ce sont surtout les données qui font la différence pour l'acquisition de connaissances, mais comme nous avons pu le voir, l'algorithme a son importance, et particulièrement dans un contexte non supervisé. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et cela va être le moment de poser vos questions.